On va commencer à avoir un peu de théorie sur le HTML. Pour m'aider dans cette théorie-là, je vais utiliser le site web de Mozilla, la fondation Mozilla, donc MDN Web Docs. Tous les liens, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Developer.mozilla.org ont une documentation pour plusieurs technologies, dont le HTML, le CSS, le JavaScript. Traduit dans plusieurs langues. C'est sûr que c'est habituellement fait en anglais en premier, puis bon, des bénévoles vont traduire ou vont améliorer même des fois en français. Je trouve des fois la documentation mieux faite en français. Donc, excellent site à se référer très, très, très souvent. Pour pouvoir apprendre l'HTML, CSS, JavaScript et toutes les technologies un peu du web. Donc, vous avez même des références ici, vous propose des livres, des tutoriels. Donc, c'est le site que je vais me référer énormément. Et pour commencer, je vais commencer avec deux onglets. Encore là, je vais vous les mettre en référence, les deux. Il faudrait réellement lire ces deux pages-là au complet. Moi, je vais en faire un résumé. Je vais me promener un peu dans les pages, mais il faudrait réellement les lire et apprendre ça. Okay? C'est vraiment la base du HTML. On n'a pas bien un choix. Et après ça, les balises en HTML et leur rôle. Okay? Donc, des textes vraiment très bien faits. Et je vais commencer, moi, avec les bases de HTML. Je vais agrandir ma page, parce que, bon, comme ça ici. Donc, les bases de HTML. Ça veut dire quoi, HTML? C'est Hypertext Markup Language. C'est un langage de balises. Donc, on va voir c'est quoi des balises, mais il faut vraiment retenir que HTML, Hypertext Markup Language, dans le fond, si on apprend du web, c'est sûr certain qu'il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Donc, c'est quoi réellement? En réalité, c'est un langage de balises. Donc, quand on va écrire du texte dans une page web, mettons mon chat est très grincheux, il va falloir que ce texte-là soit entouré de balises pour savoir c'est quoi ce texte-là. Dans ce cas-ci, ici, ils ont mis un P. Donc, on voit que le P, on a un P ouvrant et un P fermant, et mon texte, je l'ai mis entre les deux P, qui veut dire un paragraphe. Donc, je décide que ce texte-là, c'est un paragraphe. Même s'il n'est pas très long, un paragraphe pas obligé d'avoir 18 lignes. Une petite ligne comme ça ici, et on peut faire un paragraphe. Si on regarde la façon que c'est écrit, la façon qu'on nomme nos éléments. Quand je parle d'un élément, un élément, là, ça comprend tout ça au complet. On le voit ici, ça, c'est l'élément. Ça prend tout l'élément au complet. Ensuite de ça, j'ai la balise ouvrante. La balise, là, c'est la balise P dans ce cas-ci, C'est ce qu'on appelle la balise. Et on a la balise ouvrante. La balise ouvrante, il y a un chevron pour ouvrir, un chevron pour fermer. C'est le caractère plus petit et le caractère plus grand. Donc, ma balise ouvrante ici. J'ai aussi une balise fermante. Donc, j'ai le plus petit et le plus grand aussi, et j'ai le caractère oblique, comme ça ici, et avec le nom de la balise. Donc, j'ai ma balise ouvrante, ma balise fermante, et le contenu va se mettre au centre de ces deux balises-là. Donc, tout ça, on appelle ça un élément. C'est l'élément P. L'élément P comprend la balise ouvrante, la balise fermante et le contenu. Si on parle juste de balises, on va parler de la balise P, de la balise A, de la balise UL pour des listes. Mais une balise ouvrante, on l'écrit avec le plus petit et plus grand. Et la balise fermante, c'est la même chose, mais on rajoute la barre oblique ici pour dire que notre paragraphe termine là. Si jamais vous ne mettez pas de balise fermante, c'est le navigateur, donc Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge, qui va des fois déterminer c'est où termine le paragraphe et des fois ça va casser votre mise en page. Donc, il faut vraiment bien définir. Si vous avez 32 paragraphes, vous allez avoir 32 P ouvrants et 32 P fermants pour chaque paragraphe. Donc oui, et ça, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose qui le fait automatiquement. Il faut quand même s'habituer à coder nos pages de même. Donc ici, on a la description encore là de la balise ouvrante, la balise fermante, le contenu et ce qui est un élément au complet. L'élément comprend tout ça, comme je vous disais. Donc, vous avez ici la petite description. Dans notre élément, on peut aussi avoir des attributs.
OK, l'attribut en tant que tel, c'est de donner des comportements un peu plus avancés à notre balise. Donc, l'attribut s'écrit toujours dans la balise ouvrante. OK, jamais dans la balise fermante. Et l'attribut, ben, on voit, on a le nom de l'attribut ici. Dans ce cas-ci, c'est le nom classe, le nom de l'attribut. Il faut faire attention, OK, il y a un espace ici. L'attribut n'est pas collé sur la balise P. Il y a vraiment un espace. Donc, j'ai le nom classe. Ensuite de ça, je mets un égal et je mets des guillemets pour indiquer la valeur de l'attribut. Donc, la valeur ici peut changer énormément. Ok, c'est ce qui est entre guillemets ici, ça va être nous qui est pas mal qui vont gérer ce côté-là. Mais dans ce cas-ci, dans cet exemple-là, on a une classe qui est égale à l'attribut classe-CSS. Donc, ça s'écrit toujours comme ça un attribut. On va en faire beaucoup de ça. Donc, faites juste attention, l'attribut s'écrit toujours dans la balise ouvrante et il y a toujours un espace ici de fait entre la balise et le nom de l'attribut. OK. Il y a, lorsqu'on va écrire des éléments, lorsqu'on va commencer à mettre nos balises P, on va voir qu'on peut les imbriquer. Ça veut dire qu'on peut avoir des éléments dans des éléments. On regarde ici, j'ai une balise P ouvrante, hein, et mon paragraphe se termine ici avec la balise P fermante. J'ai mon texte à l'intérieur, mais j'ai ici un texte, le trait, et on le voit ici, ok, il dit « Votre chat est très grincheux ». Le trait, ils l'ont mis avec la balise strong. Okay. En réalité, ça c'est la balise ouvrante strong, ça c'est la balise fermante strong, ça c'est tous les éléments strong parce que le texte il va avec. Tandis que là ici j'ai un P ouvrant, donc la balise P ouvrant, j'ai un P fermant et j'ai tous les éléments P. Donc j'ai tout cet élément-là P. Le strong fait partie de l'élément P. Ok, il est imbriqué dans l'élément P. Ok, et ce que ça fait un strong en passant, c'est ça met on le voit ici, par défaut, il le met en gras, mais ça veut dire simplement de le mettre plus... bon, comme il dit, fortement mis en relief, c'est-à-dire qu'il est plus important, ce mot-là. Okay? C'est pas obligatoirement que ce soit du gras, parce qu'on va voir qu'on pourra changer le style de strong, si on veut, mais ça veut dire que le mot trait ici, il est comme plus important que les autres mots dans la balise P. Okay, donc c'est pour ça qu'on a entouré juste le mot P de strong. Par contre, ça c'est la bonne façon de faire. La façon qu'il ne faut pas faire, c'est comme ici. J'ai une balise P ouvrante, comme en haut. J'ai la balise strong ouvrante. Et là, je ferme la balise P. Mais j'ai fermé la balise P avant de fermer la balise strong. Donc, ici, il faut éviter à tout prix de faire ça, ok? Il ne faut jamais écrire de cette façon-là. Quand on écrit, on ouvre la balise P, on ouvre la balise strong, ben la dernière balise qui est ouverte, c'est strong, donc on va fermer strong en premier, et après ça, on va fermer P. Ici, là, c'est vraiment la mauvaise façon d'écrire nos balises imbriquées. Je vais aller dans l'autre page pour... aller un petit peu plus avec d'autres choses. Donc, on voit encore ici qui répète le Hypertext Markup Language. OK, la syntaxe, il vous parle du chevron ouvrant, du chevron fermant, le nom de la balise. OK, on voit ici un nom de balise. OK, ce n'est pas un élément, c'est vraiment juste le nom d'une balise. Dans ce cas-ci, c'est la balise article, la balise ouvrante. Ensuite de ça, on a la balise méta ici. Cette balise-là n'apparaît pas habituellement dans une page web. On va voir que c'est dans le head qu'on va mettre ça. Donc, cette balise-là, on la voit pas habituellement. Une balise méta, ça précise des données de notre page web. Dans ce cas-ci, OK, on lui dit que ma balise méta a l'attribut charset. OK, on voit vraiment qu'il y a un espace ici. Donc, c'est l'attribut charset. Et c'est le système de caractères que notre page web va utiliser. Donc, on lui dit à notre page web, utilise le jeu de caractères UTF-8. Petite histoire rapide, le web a été inventé en anglais, donc au départ, il n'avait pas d'accent, n'avait pas tous les caractères accentués, tout ce qui était en français en tant que tel n'existait pas, c'était que de l'anglais, donc
Et toutes les autres langues aussi étaient oubliées. Toutes les langues arabes, toutes les langues où les caractères sont différents de la langue anglaise étaient oubliées. Donc, avec le temps, avec les années, on a eu des systèmes de caractères où on a introduit à un moment donné les caractères français, on a introduit de plus en plus de caractères. Et là, la table de caractères qu'on utilise, c'est le UTF-8, qui comprend à peu près tous les caractères qui existent. Donc, si vous écrivez une page en japonais, si vous l'écrivez en mandarin, si vous l'écrivez en arabe, la table de caractères UTF-8 comprend tous ces caractères-là, dont aussi les caractères accentués du français. Ici, on a une balise image. Okay? On a une balise image pour introduire une image dans une page web. Okay? On a la source, donc on a l'attribut source qui va nous indiquer, entre guillemets, c'est quoi le nom de l'image. Okay? C'est quoi l'image qu'on veut aller afficher dans notre page web. Donc, on a la balise image, on a l'attribut source et on a aussi une attribut alt. Et ça, on va y revenir sur l'attribut alt un petit peu plus tard. Mais le alt, c'est pour alternatif. Ça veut dire que si jamais l'image ne se charge pas, ici, on aurait un texte qui s'afficherait. À l'époque, lorsque le web était pas très rapide, ça prenait du temps avant de télécharger les images, donc on avait un texte qui apparaissait et une fois que l'image était téléchargée, pendant 4, 5, 6, 7, 15 secondes, l'image apparaissait et on voyait le texte était remplacé par l'image. Aujourd'hui, le web, il va très vite, ok? Notre téléchargement est très, très, très rapide. Bon, la seule chose qui pourrait arriver, c'est que l'image ne se retrouve pas sur le serveur et il est incapable de trouver l'image, donc il nous mettrait le texte. Mais l'autre chose qu'on a pour un alt, c'est pour les engins de recherche, ok? Comme Google, lui, il reconnaît pas, c'est pas tout ça vrai, aujourd'hui, ils sont capables de reconnaître des éléments sur une photo, mais si on donne une description à la photo, au alt, Google peut nous sortir nos photos lorsqu'on fait une recherche et qu'on va, mettons, dans le mode photo. L'autre chose aussi, c'est pour les navigateurs, pour les personnes non-voyantes, qui font lire la page web, si on donne une bonne description à la balise alt, ces gens-là peuvent consulter notre site web plus agréablement. OK, ils vont se faire lire une description de l'image. Donc, la description ici, c'est même une faute. De la façon dont c'est écrit, ici, c'est une faute. On ne devrait jamais retrouver un alt vide. Il devrait toujours y avoir une description de l'image dans le alt. Si on regarde ici, on a à peu près le même principe. OK, on a notre balise ouvrante avec l'attribut qui est ici, la balise fermante. Donc ça, c'est tout un élément HTML. Okay. On voit ici encore le P avec le strong. Si je m'en reviens ici, on nous dit qu'il y a environ 140 balises fournis en HTML. On va pas toutes les voir, on va en avoir une grande partie. Il y a beaucoup de petites balises, des fois qu'on utilise moins, mais il y a quand même 140 balises. Vous pouvez aller voir ici le référencement et aller voir les 140 balises. Donc, on fait défiler la page et on peut voir 140 balises de cette façon-là. Donc, des citations, des définitions, des mises en italique qu'on utilise peut-être un peu moins, c'est plus l'emphase qu'on va mettre. Donc, il y a certaines balises qu'on utilise moins, il y en a quand même 140 comme ça. Les principales que je voulais voir, les balises principales que je voulais voir, c'est vraiment ceux qui sont ici. Okay? On va commencer avec ceux-là, puis après ça, on va s'en aller. Donc, les premières, c'est les 6 ici. C'est pas pire sur les 140, là, il y en a 6 que vous allez pouvoir retenir très rapidement. C'est les titres. C'est les niveaux de titres. Okay? Dans le web, on a 6 possibilités de niveaux de titres. Okay? Si je monte un petit peu plus haut, ça c'est un titre qui est quand même assez gros. Après ça, j'aurai ici un sous-titre. Donc, je sais pas, peut-être que lui serait en niveau H1, puis lui peut-être pourrait être en niveau H2 ou H3. Ça dépend de comment vous montez votre page. OK? Donc, ici, j'ai des titres. Si je m'en viens voir, mettons, je clique sur le H1 ici. Et là, je vais voir les éléments de titre de section. Donc, ici, il nous montre une démonstration. Je l'aime pas tout à fait, la démonstration. J'aime pas de la façon qu'ils ont écrit le code. Le code devrait pas tout à fait être indenté comme ça. On verra c'est quoi le code indenté. Et en plus, ils m'ont mis du CSS. OK, si on s'en va un petit peu plus bas, et qu'on regarde c'est quoi une balise H1 jusqu'à H6, sans rien faire, sans mettre aucun style, là, ça va ressembler à ça. Le titre de niveau 1,
Donc, si je mets ici le H1, titre de niveau 1, OK, on voit que j'ai une balise fermante et j'ai une balise H2. On voit que la balise H2 est là. Et de H3, H4, H5, H6. OK, donc le titre de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qu'on peut aussi remarquer là-dedans, c'est qu'il y a un espace ici. OK, les titres ont toujours des marges. Habituellement, un titre, puis le paragraphe qui vient souvent entourer un titre, là, si mettons qu'on vient ici, j'ai un H2 et j'ai un paragraphe texte, ben, habituellement, le texte qui est ici n'est pas collé directement sur le paragraphe, sur le titre. Donc, le paragraphe, habituellement, il y a toujours un espace ici. Donc, c'est ce que ça fait ici. Donc, ici, on a un H1, H2, donc on a un gros titre, on a un sous-titre, et on a du texte, on a un autre sous-titre, on a un plus petit sous-titre encore, et on a un autre texte. Donc, on peut s'en aller comme ça en écrivant nos balises H1 à H6. C'est les titres. Ensuite de ça, ben, on a la balise P qu'on vient peut-être juste de voir, mais on va aller voir juste pour le plaisir. Donc ici, j'ai 2 paragraphes. Bon, si je m'en viens ici, j'enlève le style, j'aime pas ça. Je veux juste montrer les paragraphes comme ça ici. Donc, j'ai un paragraphe qui ouvre, j'ai un paragraphe qui ferme, et si j'ai un autre paragraphe, ben je fais une autre balise P et une autre balise P fermante pour le deuxième paragraphe. Si j'ai 726 paragraphes, ben j'ai 726 P qui ouvre et 726 P qui ferme. Donc, oui, si vous avez en train d'écrire, je sais pas, le nouveau roman d'un auteur célèbre et que pour chaque chapitre, ben, il y a 56 ou 132 ou 428 paragraphes, ben, vous allez mettre des P au départ et des P à la fin de chaque paragraphe. Donc, ça, c'est pour la balise P. Ensuite de ça, on a la balise A. La balise A qui est un anchor, OK? Un anchor, c'est quoi? C'est un élément ancre, c'est un lien. OK? C'est ce qui a fait la force du web depuis le départ. OK? Le hypertext, là, Transfer Protocol, là, l'hypertexte, c'est ça que ça veut dire. C'est l'hypertexte qui est ici. OK? Ce sont des pages qui sont reliées entre elles par des liens hypertextes. Okay, c'est ça qui a parti le bal du web qui était très très fort au départ. Aujourd'hui, on s'en rend compte un peu moins, mais c'est encore là beaucoup. OK, ici encore là dans le CSS, là, je vais enlever ça parce que je veux pas avoir les bébelles qu'ils ont mis en démo. Bon, si je regarde ici, j'ai une balise P. Bon, c'est ça ici qui est affiché. J'ai une liste, OK, on va voir la liste un petit peu plus tard dans 30 secondes, OK, avec des éléments de ma liste. Mais j'ai aussi ici un A. OK? Et là, ça, il faut faire vraiment attention. OK, j'ai une balise A ouvrante qui a un attribut href. Si je ne renseigne pas mon attribut href, ma balise A ne sert à rien. OK? Je dois absolument la référence du site web que je veux aller voir. Du site web ou d'une page qui fait partie de mon site web ou un site web externe que je voudrais aller consulter. Donc, c'est une référence vers un lien quelconque. Donc ici, j'ai un attribut href égal et j'ai ici l'adresse URL que je devrais mettre. Donc, qui devrait toujours commencer par HTTP, préférablement HTTPS. Aujourd'hui, c'est toujours du HTTPS, OK, qu'on va mettre. Après ça, on va avoir le 2 points / et ici, bon, www.cégepmonpetit.ca, www.google.com, ce qu'on veut. Ensuite de ça, on a une balise fermante ici pour le A. Donc, comme je disais, il n'y a jamais d'attribut dans les balises fermantes, donc je ferme ma balise ici. Et à l'intérieur, entre les deux A, je vais mettre le texte que je veux cliquer. Donc ici, c'est website. Je ne peux pas le mettre à l'extérieur des balises A. Si je le mets à l'extérieur des balises A, il se retrouve à avoir aucun texte entre la balise A ouvrante et fermante, et ça ne fonctionne pas. Donc, le texte ici doit obligatoirement être entre les deux balises. La même chose ici, ils font des démonstrations avec la balise A ou laquelle on pourrait avoir un courriel. On pourrait ici cliquer et quand je vais cliquer sur ce lien-là, ça va m'ouvrir mon logiciel de courriel et il va vouloir envoyer un courriel à cette adresse courriel-là ici. On reconnaît bien une adresse courriel à cause du A commercial ici, la perluette. Pas la perluette, le A commercial, comme ça ici. Et ou le téléphone aussi, on pourrait faire ici tel, comme ça, de cette façon-là, et ça m'apparaîtrait peut-être sur un cellulaire, si je consulte une page web, de pouvoir cliquer sur le numéro de téléphone, et ça va me faire l'appel directement si mon cellulaire est à jour dans son navigateur. Ben, en fin de compte, le numéro de téléphone pourrait être signalé automatiquement. Donc, un anchor, ce sont des liens qui vont
d'une page à l'autre. C'est sûr qu'on a beaucoup d'attributs, on a des attributs qu'on verra un petit peu plus, mais le seul qu'on connaît, c'est href, okay, c'est la référence du site web. Je dois absolument avoir un href pour pouvoir savoir où est-ce que je vais aller lorsque je vais cliquer sur cet élément-là. J'ai une balise image, ok, une balise image, on en a vu un petit peu, je m'en viens ici. OK, je regarde ma balise image ici. Bon, encore là, ici, j'ai une classe. Je vais peut-être l'enlever pour tout de suite. OK, comme ça ici, j'ai ma balise image. J'ai la source. Je vous dirais que ici, je vais simplement le remonter pour le voir comme il faut. OK, j'ai une image. Et ce que je peux remarquer dans cette balise-là, elle est différente. Elle est différente dans le cas où elle n'a pas de balise fermante. OK, je n'ai pas un plus petit barre oblique IMG plus grand. Okay? On appelle ça une balise auto-fermante. Comme dans une image, c'est pas du texte. Okay? On va pas mettre du texte. On pourrait mettre du texte par-dessus une image, mais ça, c'est une autre technique. Mais lorsque je veux afficher une image, je veux pas afficher du texte. C'est soit que je veux afficher une image, j'ai la balise image, ou du texte. Bon, j'aurai des balises P ou d'autres sortes de balises pour afficher du texte. Donc, moi, une balise image n'a pas de balise fermante. OK? Il y en a qui vont mettre ici un slash. OK? C'est une ancienne façon de faire pour être compatible XHTML. Ça fait pas mal d'années, 5-6 ans que le XHTML a presque disparu. Donc, c'est encore là, il y a encore des normes là-dessus. Mais on pourrait ici simplement faire le slash de cette façon-là. Mais aujourd'hui, on n'est plus obligé. Les navigateurs sont très reconnus. En HTML5, on n'est plus obligé de mettre le slash là. Donc, on voit encore là, on a notre balise image avec notre chevron ouvrant et notre chevron fermant est ici. Et j'ai deux attributs. L'attribut source qui m'indique le chemin de l'image, quelle image que je veux aller chercher. Donc j'ai ça ici. Et j'ai l'attribut al qui est mon texte de remplacement. Regardez ici si je fais une faute. Okay? Je vais mettre un A pour faire une faute. Et bien là, il me montre ici une image qui est brisée parce qu'il n'a pas été capable de télécharger l'image. Le nom, j'ai fait une faute dans mon nom et ben, il me met une image brisée comme ça. Par contre, il me présente le texte que j'ai ici. Il me présente au minimum du texte qui pourrait m'aider à comprendre quelle image qu'il devait avoir là. Et c'est la même chose pour les personnes qui sont non-voyantes ou des difficultés pour voir, qui se font lire une page web. Ben, le texte qui est là va être lu pour la personne qui pourrait avoir des difficultés. OK? Donc, ici, vraiment la balise image, une balise auto-fermante. Il y a quelques balises comme ça, auto-fermantes, où on n'a pas besoin d'avoir une balise pour fermer la balise. Donc, c'est ça. Pour l'image, ici, c'est cette façon-là de voir ça, ici. Ensuite de ça, on a des divisions. OK? On va avoir des divisions. Lorsqu'on va voir, c'est des fois des colonnes ou des sections. Les sections, on aura éventuellement d'autres éléments, mais on pourrait avoir des divisions dans notre page. Donc, bon, ici, on fait une division warning qui ne sert pas réellement à grand-chose. Bon, ils ont fait une division pour mettre l'image qui est accrochée avec le texte P. Mais lorsque, je sais pas s'il y a un exemple ici, non, on verra pas bien d'exemple. Ben, on pourrait éventuellement avoir des colonnes et ça irait beaucoup plus facilement avec des divs. Ok? C'est simplement une balise qui n'a pas de sémantique, ne veut pas dire quelque chose en particulier, ce n'est qu'une division. Ok? Une balise P veut dire un paragraphe, une balise image, IMG veut dire une image, un A veut dire un anchor, donc un lien. La div, c'est simplement une division, c'est simplement pour faire des blocs lorsqu'on va essayer d'agencer nos blocs dans une page web. Donc la division, on va quand même l'avoir assez souvent aussi. Donc une balise à retenir. Le span, si je m'en viens ici, encore là, le span, à quoi il peut me servir, c'est des fois dans un texte, je voudrais mettre une portion du texte d'une autre couleur. Comme ici, ils ont mis huile d'olive, ils l'ont mis, bon, avec une classe ingrédient. Je viens voir ici la classe ingrédient, ils ont mis une couleur. Donc, ils ont entouré le olive oil par un span.
Ce qui me permet de dire, ben, mon P va être noir, mais Olive Oil, lui, va être rouge. OK? Donc, des fois, on a vu on a vu Strong. Hein? On avait vu dans certains exemples Strong. Strong, c'est pour mettre de l'emphase. Mais ici, c'est pas réellement une emphase, c'est simplement de mettre une autre couleur. Donc, ça n'a pas, Olive Oil n'a pas plus d'importance que le reste du texte. C'est simplement qu'on voudrait peut-être changer la couleur. Donc, on va mettre ici une balise pan. Ensuite de ça, on a des UL, OL et LI. OK? Si je m'en viens voir le UL, et là, mon anglais merveilleux, unordered list, OK? C'est des listes non ordonnées. OK? Je veux faire des listes à puces comme ça ici. Donc, j'ai ouvert un premier UL. Donc, j'ai ma balise fermante UL ici. Et à l'intérieur, j'ai mis des LI. Donc, j'ai un LI milk, bon, pour du lait. Et là, j'ai une liste à puces, j'ai une puce ici et j'ai milk. J'ai aussi un autre LI qui rouvre ici et un LI qui ferme là, qui me donne mon deuxième liste à puces. Si je veux une sous-liste, donc une liste à puces dans une liste à puces, ben, dans mon LI qui est ici, okay, je vais mettre un UL et je vais mettre mes éléments LI là-dedans. Ce qu'il ne faut jamais faire, puis là, juste en passant, on voit le LI ouvrant et le LI fermant tout le temps. OK, on est obligé de fermer nos balises tout le temps. Ce qu'il faut jamais faire, c'est ici de dire, mettons, bon, Apple, je vais le faire en anglais, Apple. Comme ça ici, OK? On le voit, il n'y a pas de puce. Je n'ai pas entouré mon élément d'un LI. OK? Donc, je suis dans une liste à puces, c'est interdit de faire ça. La page ne sera pas valide, vous n'avez pas le droit de mettre un élément dans une balise UL sans passer par des LI de cette façon-là ici. Ça, c'était pour les listes non ordonnées. Si je m'en viens voir dans OL, là, c'est des listes ordonnées. OK? Et là, ce que ça fait une liste ordonnée, c'est simplement qu'on a, au lieu des listes à puces simples, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourrait éventuellement changer ça pour des lettres A, B, C, D avec les styles. On va voir ça un peu plus tard. Donc, encore là, j'ai ma balise ouvrante, ma balise fermante, j'ai mes LI qui sont ici ouvrants, comme ça ici. Chaque élément a sa propre balise LI ouvrante et sa propre balise LI fermante. Donc, c'est pour les balises qu'on a ici. Si on va aller un petit peu plus loin, ici, justement, ça parle de la balise auto-fermante. Okay, c'est la balise, comme je vous disais, image de tantôt. Il y aura éventuellement d'autres éléments de cette façon-là, dont la ligne HR qui est auto-fermante aussi, ou la balise BR qui est auto-fermante pour un retour de ligne. Mais principalement, ce sont les balises que je voulais voir avec vous dans cette vidéo et de la façon de construire une balise pour dans notre site web. Donc, on va essayer de pratiquer ça dans l'avenir, de bien inscrire nos balises ouvrantes, fermantes et de bien les imbriquer aussi. Et c'est ça le but d'une intégration web, c'est quand est-ce ouvrir, fermer des bonnes balises et à la bonne place et la sémantique, quand est-ce utiliser la balise P, quand est-ce utiliser une balise article, section et des choses comme ça pour le référencement sur le web. Donc, c'est un peu le but de l'intégrateur web de jouer avec ces balises-là.